Bonjour et bienvenue dans le podcast À quoi tu joues. Aujourd'hui, je t'emmène chez la sexologue. Ouais, non, t'en fais pas, t'as pas besoin de me parler de tes problèmes. Je t'emmène vraiment chez une sexologue, mais pas n'importe laquelle. Une qui fait des spectacles. Sylvie Loumet. Retiens bien son prénom. Elle a créé un spectacle qui s'appelle Rendez-vous chez ma sexologue. Un spectacle où on parle justement de nos petits secrets, des choses qui se passent dans le cabinet d'une sexologue, avec un appui toujours théorique grâce à l'idée de mêler le théâtre à la conférence. Alors, je n'en dis pas plus. J'étais le metteur en scène pour ce spectacle, c'est pourquoi j'ai eu des facilités à pouvoir interviewer Sylvie Loumet qui est fort occupée, mais je m'embarque chez elle. C'est parti. Je suis avec Sylvie Loumet, on dit bien Loumet, pas Loumaï, hein. Oui, Loumet, on peut dire Loumet. qui est sexologue et qui a aussi fait un spectacle qui s'appelle Rendez-vous chez ma sexologue. Et donc, on va en parler aujourd'hui dans À quoi tu joues, mais on va pas parler que de ça. En fait, on va parler de l'art quand il s'invite dans un cabinet de psy, de sexologue particulièrement, et en quoi il y a des liens à faire entre tout ce qui se passe dans l'intime vers le public. Alors, c'est parti. Musique. Alors Sylvie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis psychologue à la base, sexologue dans un deuxième temps. 10 ans après, je suis retournée à Louvain-la-Neuve pour faire un certificat en sexologie. Puis je me suis spécialisée dans le traitement des traumatismes. Et pour ce faire, j'ai fait une formation en hypnose conversationnelle et en EMDR. Donc, ce D'accord. sont différents outils que je peux mettre au service de la psychologie et de la sexologie. C'est quoi le MDR? Alors, le MDR, c'est une technique de désensibilisation émotionnelle par mouvement oculaire bilatéral. Et ça permet en fait, lorsqu'un événement est bloqué vraiment dans le système limbique, pour le faire simple, on va faire un traitement où la personne va penser à d'autres idées et de séquence en séquence, elle va revenir sur des pensées plus positives et donc arriver à une pensée qui permet une pensée moins bloquante pour vivre. Donc une pensée plus positive. Et là, du coup, l'événement va pouvoir être réintégré dans la mémoire autobiographique comme un événement négatif, mais qui n'est plus un trauma qui bloque. Je me rends compte que je dis des choses Non, assez c'est très clair pour abstraites. l'instant. C'est très D'accord. clair. Ok. Non, c'est plutôt clair. Ça va. Qu'est-ce qui te paraissait abstrait? Peut-être que justement, je j'ai pas le regard sur ce que les auditeurs pourraient penser. Ce qui me paraît abstrait, c'est le côté un peu magique. On se dit, oh là là, est-ce que c'est bien scientifique ce truc? Et je peux vous assurer que plein d'études ont prouvé le côté scientifique. Ça s'explique en fait, ça s'explique scientifiquement. C'est très efficace. Ok. Ça fonctionne souvent quand il y a un bon contact, une bonne confiance, une bonne alliance thérapeutique, que le patient y va, joue le jeu. C'est extraordinaire. Parfois, 1 ou 2 séances suffisent à débloquer un trauma. Surtout un trauma simple. D'accord. Pas un trauma 2 séances, c'est pas un trauma complexe avec voilà, qui aurait duré des années dans la petite enfance, quoi. Un trauma simple, c'est quoi un trauma simple finalement? Eh bien, c'est un éclair dans un ciel bleu. D'accord. Quelqu'un qui va globalement bien, qui a une vie globalement bien, et tout d'un coup, il se passe l'événement traumatique. Et alors là, ça marche super bien. Soit un trauma simple. Donc on voit que tu es quand même vachement multipassionné par ton... Tu es multipassionné, pardon, je le sais. Tu es passionné par ton métier, tu l'expliques super bien, je trouve. Et tu as eu cette idée folle, à un moment donné, de passer cette passion de ce cabinet cosy à la grande salle de théâtre. Et comment est venue cette idée? Et j'ai une autre question, j'aimerais bien que tu la fasses passer avant. Oui. C'est d'abord d'expliquer ce que c'est rendez-vous chez ma sexologue, et puis ensuite, comment cette idée, elle est venue. Rendez-vous chez ma sexologue, c'est un concept mixte entre une conférence dynamique, et je fais beaucoup de conférences dynamiques. Donc, c'est quoi une conférence dynamique? Simplement, c'est une conférence où on ne s'ennuie pas et où on sort avec des outils concrets. Donc, c'est un mixte entre une conférence un peu ex cathedra, mais très accessible, et des illustrations de vignettes cliniques. En l'occurrence ici, plusieurs personnages qui viennent
dans le cabinet d'une sexologue avec une personnalité spécifique et déposer une ou plusieurs problématiques devant la sexologue. C'est un très bon pitch. Merci, Salma. Garde-le pour, Il est faire ma pub. enregistré. Oui. Il est enregistré sur 3 caméras, donc on va D'accord. s'en sortir. Ouais. Et alors, du coup, comment est venue cette idée? Alors, cette idée, elle est venue parce qu'il y a quelques années déjà, en 2019, j'avais envie de proposer quelque chose de différent au public. Et j'avais envie de proposer un regard croisé entre deux sexologues de genre, de culture et de générations différentes. Et tout était programmé, tout était écrit, tout était fait. Lorsque, en mars 2020, confinement, Covid. Je reprogramme tout, courageusement, octobre 2020. Deuxième confinement. Et là, j'avoue, j'ai pas relancé. J'ai remboursé tout le monde et j'ai pas relancé. D'ailleurs, le restaurant où ça devait avoir lieu a fait faillite. Et oui, Merde. c'est à Bruxelles, enfin bref. Et donc, ce projet n'ayant pas pu se réaliser, il m'est resté ce petit goût de trop peu. Mais ça a cheminé. Et puis, un jour, j'ai été voir le One Woman Show avec Anne Huttens, qui terminait par un chapitre sur la sexualité. Et je me suis dit, mais Anne, en fait, c'est la nana qui est à l'aise avec la sexualité, puisqu'elle est aussi démonstratrice d'objets intimes, et qui incarne bien les personnages, a une profondeur émotionnelle, elle est convaincante. Et donc, je me suis dit, avec elle, il y aurait certainement moyen de faire mieux que ce regard croisé, où on aurait été assis, comme ce soir un peu, Ouais. on est dans un regard croisé quelque part. Eh bien, on pouvait imaginer plus fort et mieux, quoi. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Oui, je sais plus De exactement. reprendre, en fait, Oui. ce truc d'avant Covid, mais Oui. de le remettre. Oui. Comment est-ce venue cette idée, en tout cas, pardon, de remise au goût du jour, parce qu'il y a quand même le fait d'intégrer une comédienne. Oui. Dans le spectacle, il y a aussi un comédien. Oui. Comment est-ce venue cette idée de retransformer alors cette Je pense que conférence en quelque chose de plus théâtral? Avec mon collègue québécois, on devait donc on a fait tout un parcours de problématiques qu'on allait chaque fois débattre et sur lesquels on allait avoir des désaccords d'ailleurs. C'est un peu l'idée aussi. Et donc tous ces thèmes-là, ils étaient bien en moi, ils étaient bien dans ma tête, etc. Et j'avais envie d'en faire quelque chose. Et je pense qu'avoir vu Anne, ça m'a fait penser au fait que je pouvais illustrer des vignettes et pas simplement les raconter, les illustrer. Mais je tenais vraiment à garder la partie conférence et théorie parce que je trouve que ça se marie bien. Il faut les deux. Je trouve, voilà. Donc je crois que c'est comme ça que ça m'est venu. Ça a vraiment cheminé. C'est pas tel jour telle heure. D'accord. Oui. C'est voilà. Et d'où te vient je cherche le mot, d'où te vient cette relation avec le théâtre? Parce que nous sommes connus à travers un atelier que je donnais Tout à fait. d'improvisation. Oui. Donc le théâtre, c'est déjà quelque chose en toi. Parce que ce projet-là n'était pas vraiment encore abouti quand tu m'en as parlé. Tu m'as dit, oh oui, peut-être, etc. Tout à fait. Mais il y a eu d'abord cet atelier, et Oui. donc cet attrait que toi tu as pour aller Oui. vers le théâtre. Oui. Ça vient d'où? Oui. Alors, adolescente, j'ai fait un peu de théâtre, mais vraiment pas grand-chose. C'était il y a pas longtemps. Oui, c'était il y a pas longtemps, non. non, avant-hier, plus ou moins. Ouais, ouais. Donc j'ai fait un peu de théâtre, voilà. Au collège où j'étais, il y avait aussi des playbacks. Donc j'ai jamais eu de difficultés, je dirais, avec mon image et me mettre en scène dans quelque chose de plaisant ou d'amusant. Et puis à Louvain-la-Neuve, pendant mes études, j'ai refait un peu, enfin pas j'ai refait, j'ai découvert l'improvisation. Je participais, enfin comme spectatrice, j'allais voir les spectacles d'improvisation. Je trouvais que c'était une émotion incroyable, avec les savates qu'on lançait, etc. sur les jouteurs. J'ai toujours eu une grande admiration pour les jouteurs, comme on dit, parce que c'est pas facile d'improviser. Je trouve que c'est vraiment un exercice très compliqué. Donc voilà, j'ai toujours de temps en temps, je vais encore voir un match. Et puis alors, j'ai vu passer cet atelier que tu animais. Le village à côté, et j'étais libre ce samedi-là et je me suis dit j'y vais.
Et j'ai passé une excellente journée d'ailleurs. Mhm. Et donc voilà, la suite tu la connais. Je t'ai sollicité en demandant si tu pensais que ce serait possible de donner ton input dans ce projet, Mhm. comme tu dis, un peu fou. Et du coup, l'idée de passer de la conférence au théâtre, pour toi, ça permet quoi? En tant que conférencière, surtout. Je pense que c'est plus captivant, c'est plus amusant, c'est plus émotionnant, c'est plus clair. Voilà, je pense que ça. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais quand on est dans la conférence, même si je donne des exemples cliniques, j'en donne beaucoup des exemples cliniques en conférence, évidemment anonymisé. Oh zut, Anonymiquement. je la refais. Anonymisé aussi, anonymisé, oui, ça va, oui, Anonymisé, oui, oui. c'est bien le, Enfin, ça ça, semble ça, être correct en tant ça tombe sous le qu'adjectif, sens. non pas un adverbe. Oui, tu vas peut-être couper, mais du coup, je la refais. En conférence, je donne évidemment beaucoup d'exemples cliniques issus de ma pratique, mais je pense que permettre aux spectateurs de voir comment une thérapie se passe et ce qu'on y dépose et comment on travaille, c'était un autre exercice qui m'a vraiment, voilà, ça, j'ai eu envie de ça. Donc oui, c'est vrai que tu as expliqué le pitch du spectacle, Oui, mais donc on a 5 personnages, mais pour le spectateur, euh, c'est plus vivant, c'est ce que tu viens de oui, dire, c'est plus euh, illustré. J'ai bien aimé quand tu as dit le mot illustré tout à l'heure en parlant de ce oui. rapport au théâtre. Mhm. Parce que j'aime beaucoup, moi, cette notion dans ton projet de, de passer la porte de la sexologue. J'ai l'impression que ça aide quand même à se dire ah oui, d'accord, Mm. c'est pas la sexologie n'est pas le sexe. Ah Euh, oui, certainement. voilà. Oui, ça démystifie. Ça démystifie ce que c'est la sexologie. Ça démystifie la sexualité aussi, mais Mhm. ça démystifie la démarche sexologique et la thérapie sexologique. Est-ce que tu peux présenter tes 5 personnages dans leurs problématiques pour voir un peu le kaléidoscope de ce que ça Oui, représente d'être un rendez-vous chez ma oui, sexologue en tant que spectateur. oui. Je vais le faire tout de suite et je voudrais juste repréciser une chose si je peux, parce que ça me Oui, traverse maintenant. très bien. C'est l'idée que il faut savoir que pour aller en sexothérapie, c'est en moyenne 6 ans d'attente. La personne, Et tu le dis en oui, je spectacle. le dis dans le spectacle, oui, je le dis dans le spectacle. Donc c'est 6 ans d'attente entre le début du problème sexuel, ce qu'on appelle le symptôme, entre l'apparition du symptôme et le moment où on passe la porte du sexologue, il y a 6 ans en général qui se sont écoulés. Et c'est quelque chose que je vérifie chaque fois. Vraiment. Vraiment, on est souvent, parfois c'est 8, parfois c'est 4, mais on est souvent dans cette fourchette-là. Parce que c'est une démarche qui est très compliquée, parce que on ne fait pas l'amour tous les jours, donc si il y a un problème sexuel, ben on ne le vit pas tous les jours non plus, parce qu'on se dit qu'il va s'arranger spontanément, parce qu'on se demande si partenaire il y a, si le ou la partenaire l'a remarqué aussi, Mhm. parce qu'on cherche un bouquin, on regarde sur internet, on met la tête dans le sable ou que sais-je, ou on pense qu'il n'y aura pas de solution, qu'on est le seul au monde à vivre ça, que sais-je, plein de fausses croyances qui accompagnent les troubles sexuels. Et donc voilà, quand les gens arrivent, je prends un grand soin de les accueillir parce qu'ils ont fait une démarche déjà compliquée. Très bien. Ça, c'était un. Alors, pour répondre à ta question, 5 personnages très différents. La première, elle a vécu un cancer du sein. Elle a passé le pire. Elle est sous hormonothérapie. Et donc, elle est préménopausée à cause de ce traitement, qui par ailleurs lui sauve la vie peut-être. Donc, il Mhm. est important ce traitement, mais elle a donc tous les désavantages et les symptômes secondaires qui accompagnent à la fois le traitement et à la fois la préménopause qui s'impose. Et donc, elle est en souffrance avec ça. Ça crée des problèmes de couple. Elle se pose des questions. Et donc, voilà, elle arrive dans ses petits souliers. Voilà, par rapport à ça, c'est le premier personnage. C'est une dame qui est plutôt un peu névrosée, qui s'appelle Madame Paris, qui est un peu guindée comme ça. Et voilà, ça, c'est le premier personnage. D'accord. Le Le, deuxième. le deuxième, c'est Madame Scofield. Elle déboule dans le cabinet. Elle a demandé un rendez-vous en urgence. En fait, son mari vient d'apprendre qu'elle avait une relation extra-conjugale avec son patron
qui par ailleurs, dans le décours de la scène, va s'avérer être un pervers manipulateur. Ok, et le troisième personnage. Le troisième Notre personnage, c'est notre monsieur Shomi. Alors lui, il arrive aussi un petit peu poussé dans le dos. C'est lui qui a fait 6 ans avant d'y aller. Oh oui, minimum. Oui, effectivement, on pourrait l'imaginer. Mais là, il arrive vraiment parce qu'il a la pression de sa femme qui a fait une thérapie, qui estime qu'elle a fait sa part. Et c'est le psy de madame qui a donné le nom de la sexologue. Et c'est presque une injonction. Va chez la sexologue parce qu'elle attend qu'il se recycle sexuellement. Elle ne veut plus de cette façon d'aborder la sexualité. Et elle a donné une lettre à son mari pour la sexologue. Et donc la scénette, c'est la lecture de cette lettre où Monsieur Shomi réagit, la sexologue aussi, etc. Et on voit tout ce qui déplaît finalement. Ça permet en fait de déposer différentes problématiques. En l'occurrence ici, les troubles érectiles chez monsieur et les troubles du désir chez madame. Et plein de solutions, bien entendu. Et donc à chaque fois, les scénettes sont terminées, clôturées, genre accompagnées. Mieux. Oui. Accompagné par ton éclairage de sexologue en tant que conférencière à ce moment-là, avec un éclairage vraiment scientifique. C'est ça. C'est quelques minutes entre chaque scénette. Donc, je dirais que ça prend 1/3 du contenu, alors que les scénettes en prennent 2/3 globalement, qui est son timing. Mais c'était important de ne pas laisser les gens dans le questionnement. C'était important parce de leur dire. Parce qu'il y aura quand même des choses importantes. On n'a pas encore parlé du quatrième personnage, mais j'y pensais en me disant les scénettes ne s'enchaînent pas en mode c'est un spectacle. Il y a quand même ce côté conférence que tu amènes et qui me semble important parce que tu parles de troubles érectiles pour les hommes, c'est super important. Oui, mais oui, je veux bien croire. Il paraît que c'est un compagnon de vie, le pénis. oui, c'est un deuxième personnage. non, par contre. Qui évolue malgré lui. Qui nous laisse peut-être à un moment donné. Je parle pas de moi. Non, bien sûr, pas toi, ça ne va pas toi. Tous les autres, mais pas toi. Tous les autres hommes, mais pas moi. Non, c'est ça. Et donc, notre quatrième personnage, justement, et c'est là où c'est très important aussi, même pour la personne qui a le cancer, pardon. Oui, bien sûr. Pour tous les personnages que tu as créés, c'est très important d'avoir un conseil. Oui. Et donc, notre quatrième personnage. Alors, le quatrième personnage, c'est Amandine, qui a malheureusement été agressée sexuellement dans son enfance par ce qu'on devine être un beau-père. Et donc, elle a eu un cauchemar de plus. Et ce jour-là, elle se décide à l'expliquer à la sexologue et elle dépose le paquet. Et à ce moment-là, lui vient aussi ce qu'on appelle un retour du refoulé, un souvenir qui revient à la mémoire, qui avait été bien enfoui, bien sûr, et qui concerne la réaction. C'est ça, un retour de refoulé, pardon. Okay. C'est ça. Un retour du refoulé, c'est un mécanisme de défense qui a été mis en place de façon tout à fait inconsciente et automatique chez la personne victime et qui permet, pour continuer à vivre malgré l'horreur. Et donc, on le met dans une caisse fermée à triple tour. Et on fonctionne avec ça. Parfois, ça transpire un peu, il y a des symptômes, il y a des choses qui paraissent étonnantes, mais qu'on ne sait pas toujours décoder. Et ce jour-là, elle a ce retour du refoulé et elle se rappelle ce jour précis où elle a dit à sa maman « Édouard n'est pas gentil avec moi » et où la mère n'a pas pu entendre. Et donc là, dans cette scénette en particulier, on voit aussi l'enjeu qui se passe, la relation thérapeutique entre la sexologue et la victime, où cette révélation, d'une part, elle est prometteuse parce que la sexologue va lui expliquer tout ce qu'on va pouvoir faire pour travailler ça, nettoyer le traumatisme, aller vers une kiné, parce qu'elle a aussi du vaginisme, cette Amandine. Et donc, on va travailler autour du vaginisme pour que la pénétration devienne confortable, etc. Mais voilà, il y a ce lien qui permet ça. On sent à quel point la qualité du lien compte pour que la personne puisse déposer l'intime de l'intime. Et d'ailleurs, petite info, 70% de la réussite d'une thérapie dépend du lien thérapeutique. Là, sur le coup, on voit la qualité du lien. Par exemple, là, on est un peu dans un transfert maternel, comme on pourrait dire, où la sexologue est la bonne mère, dans le sens où elle est la mère qui a pu entendre celle-ci. Ouais. Si je puis dire. Mais pour tous les personnages, il y a un lien qui est intéressant. Et on est sur des transferts, comme on dit, c'est une notion psychanalytique, mais c'est une notion qui permet de voir un peu comment le lien s'établit
en fonction de l'histoire du psy et l'histoire du patient. C'est un peu deux histoires qui se rencontrent, même si elles ne se disent pas complètement. Et donc, c'est la façon dont le patient va pouvoir placer le psy dans son paysage familier. Pour donner un exemple plus facile, est-ce que ce psy, ça pourrait être la sœur que je n'ai pas eue, ou ça pourrait être le père qui me manque, voilà, ou ce grand ami qui est parti vivre à l'étranger, ben il me fait penser, mon psy me fait penser à lui. Et donc c'est pas toujours conscient, mais ça crée quelque chose de l'ordre de la confiance. Et donc ça permet au patient de dire qu'on le sent bien. Il y a le, il y a le feeling. Et parfois il n'y a pas le feeling. Certains patients ne reviendront pas parce qu'ils n'ont pas le feeling. Et c'est pas une question de compétence du psy, c'est une question qu'ils n'ont pas pu sentir ce bon feeling et placer le psy dans leur paysage familier. Et le 5e personnage? Ah, le 5e personnage, c'est celui qui amène la détente et le sourire, bien qu'on rigole dans d'autres scénettes aussi. J'allais en parler après. Ah oui, voilà. Mais oui, d'accord. Vas-y, parle-en. Non, il n'y a pas de souci. Le 5e personnage, ben là, c'est donc du coup ma collègue Anne Wettens qui joue son propre rôle de démonstratrice de sextoys et d'objets coquins. Et donc, elle vient dans mon cabinet comme si elle allait me faire une démonstration privée avec les derniers gadgets, etc. Et donc là, ça nous permet de montrer au public ce qui existe, bien sûr, comme petits gadgets, et entre les gadgets, de donner quelques informations aussi par rapport à des données statistiques, etc. D'accord. Voilà. Comment on a travaillé cette approche du grave et du léger, puisque ici on parle de sexologie, mais on parle surtout dans mon podcast de spectacle. Et moi, Salvatore Giunta, j'aime bien que mes spectacles soient des leviers à des choses. Ça m'importe dans mon travail et dans le choix de mon métier. Mais, et c'est pour ça que je soutiens très fort ton projet, ton travail. Comment, toi, tu as vécu ce truc de travail, de l'écriture à la mise en scène, direction d'acteur, cette façon de travailler le grave et le léger? Ah, Salva, c'est une belle question. Je pense que, tu sais, dans ma pratique clinique, des fois, je passe d'un patient à un autre. Et avec un, on s'est amusé à faire des dessins de clitoris. Et celui d'après, il vient me déposer du lourd, quoi. Et ça m'arrive, en fait, de devoir, si je puis dire, ou d'accompagner le patient dans des émotions tellement différentes, quoi. C'est parfois un peu ascenseur émotionnel pour moi aussi, c'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est un peu déjà une compétence qu'on doit développer avec le métier. Je pense que les petits éclairages théoriques qui viennent entre les scénettes, elles m'aident aussi. Parce que là, elles me redonnent un peu un ton plus neutre, si je puis dire. Donc, si j'étais dans des choses tristes, ben, je vais remonter un petit peu. Et si j'étais dans un peu euphorique, ben, je vais redescendre un petit peu. Donc, sans doute que ces scénettes me permettent de faire du tampon entre les scènes. Oui, j'allais dire c'est une transition, en fait. C'est une et petite ça, tu te le permets transition. dans ton travail, justement, aussi, entre un j'ai patient et un autre? J'ai un petit temps de récupération émotionnelle et parfois pratique. Ouais. Pratico-pratique, vite l'agenda, ceci, cela, répondre à un patient par SMS, que sais-je. Donc oui, je m'autorise ça et c'est même nécessaire. C'est même vraiment, oui. C'est important, ce temps-là où on se récupère un petit peu, quoi. Oui. Donc voilà, je suis tellement convaincue qu'on apprend en s'amusant et qu'on apprend en ressentant que je trouvais magnifique dans ce projet de mettre l'émotion au service du théâtre et au service du message. Donc l'émotion, moi je marche à l'émotion, qu'elle soit positive, négative. Donc je pense que c'est un beau vecteur, quoi. Donc ça me dérangeait pas d'aller dans des émotions plus négatives aussi, c'est la vie. D'accord. Et déjà dans l'écriture, tu avais pensé à pouvoir aborder tous ces thèmes-là en te disant, ok, il faut quand même une partie de légèreté. Je pense particulièrement à l'homme, qui est un personnage plus léger. On accepte d'en rire et il accepte d'en rire. Et donc,
mais malgré tout, il y a quand même un fond, hein. On va Mmh. pas spoiler, il faut que vous veniez voir Non. le spectacle, Oui, évidemment, mais il y a quand même quelque chose où il y a oui, une mise en garde sur sa propre santé physique. oui, c'est vrai. Euh, et donc, et ça, c'est genre un éclairage qu'on a chez la Oui, sexologue. oui, Mais, allez, on va dire que dans l'écriture, on arrive quand même à quelque chose qui est quand même plus de l'ordre du léger, oui, presque du vaudeville, parce qu'on est oui. avec une femme qui, on peut l'imaginer, comme dans la farce du Cuvier, qui le frappe avec la marmite en disant tu vas aller chez le sexologue et régler ton problème. C'est ça. Oui. J'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est un chouette personnage. Déjà, on avait hésité à ce que Anne fasse l'homme aussi. Mhm. Et puis on s'est dit non, c'est vraiment bien qu'un homme incarne un homme et qu'il y avait place pour ça. Et dans les consultations, c'est 20%, 25% d'hommes pour 75%, Ah, 80% de quand même. femmes. Quand même, oui. Donc, c'est quand même, on se réjouit de voir les hommes arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ça correspondait un peu à la réalité, finalement. Si on met la démonstratrice à part, ben, on a 4 personnages et un Mhm. homme. Donc, ça correspondait un peu à la réalité statistique, si je puis dire ainsi. Ouais. Et Euh, il y a une différence entre toi et le personnage de psy. Attends, je peux répondre à la question Pardon, précédente. pardon, Il n'y a pardon. pas de souci. Par rapport à, je reviens sur le personnage de Monsieur Shomi. Oui. Ce qui m'a amusé, c'est de commencer par tout, donc dans la lettre que Monsieur Chaumy dépose Mhm. à la sexologue. La première page, c'est effectivement toutes des plaintes, un peu de l'ordre de l'agacement conjugal. Il gratte dans son nez, il pète au lit, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et ça, je pense que là, on va chercher le public, tout le monde se reconnaît. Il laisse traîner ses chaussures ou ses chaussettes ou que sais-je. Et donc ça, déjà, on attrape le public et on en fait un personnage sympathique jusque-là. On sent qu'il a de la bonne volonté, ce personnage-là. Mhm. Il aime sa femme, il a envie que ça aille mieux. Et puis, il dépose le paquet. Il explique ce qui l'amène profondément et ce qui lui pose problème depuis un certain temps. Mais on ne va pas spolier. Non, 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 non. Venez voir. Et donc, du coup, ce Oui, personnage de psy, parce que toi, tu dois tenir, oui, Anne peut changer de oui, personnage, enfin, le oui, quatrième étant elle-même, oui, oui, elle a une pause avec Olivier, mais alors, toi, tu restes la psy, oui. et est-ce que tu arrives à créer une distance, parce que c'est là où le théâtre s'amène, c'est que, euh, j'ai une sous-question qui apparaît avec cette première, est-ce que on a affaire à des histoires, c'est toi qui les as vécues, Mhm, c'est toi la psy mhm, qui raconte ce qui s'est passé réellement. mhm. Alors, sincèrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes dossiers, j'ai gardé tous les noms, et je me suis dit, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça. Mais même si j'ai aussi pris ceux de l'année d'avant, mais au final, c'est la même chose qui revient toujours, si je puis dire. C'est le même genre de problématique. Donc, j'ai donc comme ça, c'était pour être sûr de ne passer à côté de rien, je dirais. Hmm. Parce que les problématiques en sexologie, on les connaît. Hein. Et donc, à partir des problématiques, je me suis dit, je vais essayer d'en mettre 2 par personnage. 2 problèmes par personnage. Sinon, je vais, trop ça ne va pas, etc. Enfin bref. Et à partir de là, j'ai essayé que ce soit cohérent, que les Hmm. personnages soient, voilà, et des problématiques de comorbidité, comme on dit, des choses qui peuvent aller ensemble. Et puis, à partir de là, j'ai essayé de créer la personnalité du personnage. Et par exemple, la femme qui trompait, on voulait que ce soit une femme et pas un homme. Hmm. Parce que sinon, on n'est pas rentré dans le cliché que c'est toujours l'homme qui trompe. Par exemple, Ouais, ouais. on s'est dit non, c'est la femme qui va tromper. Voilà, pour donner un petit exemple. Donc on a essayé même si c'est assez caricaturé, quand même, que ce soit pas trop caricaturé quand même. Et puis donc après avoir vu la personnalité de chacun, ben il fallait inventer le blabla. Hein, il fallait. Et alors là, j'avoue que parfois j'y ai passé la nuit, quoi. Enfin, Ouais. ben, en tout cas, je me réveillais la nuit. Et puis, ah oui, ça y est. Par exemple, Monsieur Choumi, je me suis dit tout d'un coup, ah oui, la première réplique de Monsieur Choumi, ça doit être quand la sexologue lui dit quel est le problème, monsieur. C'est ma femme. Ça, je la voulais cette réplique. Et puis à partir de là, ah bon, c'est votre femme, expliquez-moi. Et puis il explique tout le déroulé, Il doit y etc. avoir des choses, effectivement, Euh, des anecdotes où tu prends oui, un peu du recul et tu te dis, oh, on me dit vraiment ça, en fait. Mais le problème, c'est ma femme. oui, le problème, c'est ma femme. Donc voilà comment ça s'est construit petit à petit, mais donc avec des allers-retours, enfin la nuit, le jour, et puis un patient, ah oui, tout d'un coup, j'alimente. Hmm. Voilà, j'y ai passé une semaine de vacances.
de façon assez concentrée. C'était un souvenir, ça restera un très beau souvenir, cet endroit de vacances où j'ai écrit principalement sur une terrasse avec une belle vue. Ça, c'était une semaine en mars l'année passée. Mais après ça, au-delà de ça, il y a eu des allers-retours, beaucoup, des idées qui viennent tout d'un coup, puis des choses qu'on supprime, voilà. Et des choses qui sont encore sur le côté et qui peut-être alimenteront un autre personnage un jour. Mais là, alors, on va parler du futur, mais là, pour l'instant, tu me parles beaucoup des personnages, mais ma question était vraiment toi en tant que psy. Oui. Mais non, mais et c'était très intéressant parce que la construction des personnages, l'écriture de ces personnages, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais alors, au-delà de ça, parce que tu reprends aussi ton rôle de conférencière, et ça, c'est toi. Oui. Alors, si tu te souviens, au début, on a pensé que je m'appellerais Madame Robin. On s'était demandé si j'allais être une autre sexologue que moi, avec un autre nom. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait perdre le public et peut-être que j'allais me perdre moi-même. Et finalement, je me rappelle qu'on s'est dit, si tu te souviens, on s'est dit, je vais jouer mon propre rôle, même si je vais pas être exactement moi, parce que je suis sans doute plus spontanée en cabinet quand je travaille devant un seul patient que quand je suis devant une salle, voilà. Mais finalement, on a décidé que je resterais moi. Et au niveau du rythme, je dois dire que je le vis comme un petit marathon quand même. Entre le moment où je commence le mot d'introduction pour remercier les spectateurs d'être là, de s'être mis au rebord de la fenêtre, de ce vrai faux cabinet de sexothérapie, jusqu'à la dernière chanson. C'est un petit marathon où je bois vite un verre d'eau avant Amandine. Mais pour le reste, tout s'enchaîne, si je puis dire. Tout s'enchaîne, l'alternance. Je passe d'un côté de la scène à l'autre côté court, côté jardin, côté court, côté jardin. Et c'est un beau marathon. Et comment est la réception du public? Parce que tu as eu l'occasion de le tester maintenant, je ne me trompe pas, 4 fois? Oui, 3 fois déjà. 3 fois. Et il est reprogrammé. Et il est reprogrammé. Donc, celle-là, tu peux faire la promo. Hein, on nous écoutera en mars, peut-être encore plus tard. Mais en attendant, d'abord, comment le public reçoit ça? Parce que là, on a la vision des comédiens, comment ils ont travaillé. Mais comment on reçoit un tel passage? Alors, il faudrait leur demander. Mais tu as eu des retours? Oui. On a eu, mais déjà, on a été 3 fois sold out. La première fois, on était presque surprise et sans doute qu'on a eu un public plus amical. Mais les 2 fois suivantes, on était vraiment dans du tout public. Et avoir la chaleur des applaudissements et les sourires, je pense que ça a vraiment plu. Et c'est vrai que tous les feedbacks, on les a eus. Je pense que les gens nous ont dit c'est original. C'est un concept original. On n'avait jamais vu ça. Donc, il y a ce côté vraiment nouveauté qui plaît. Et puis, effectivement, je pense que voir ce qui se passe chez une sexologue, voir les problèmes qu'on y dépose, voir les solutions qu'on y trouve, que c'est pas la mer à boire d'aller voir une sexologue. Par exemple, une psychologue sexologue n'est pas médecin, ne consulte pas. N'ausculte pas, pardon, je la refais. Une psychologue sexologue n'est pas médecin et n'ausculte pas le patient. On ne touche pas les patients, par exemple. On est dans, ici, dans la conversation. On est dans la conversation uniquement. Jamais, je ne touche les patients. Donc voilà, on ne se dévoile pas de cette façon-là. Oui, parce que si on fait référence d'ailleurs à un moment donné dans le spectacle, c'est Monsieur Chaumy, je pense. Non, c'est la Madame première Paris dame, qui pense qu'elle va devoir enlever sa veste, voilà. Et puis non, on n'est pas chez la gynécologue. Et moi, je n'ausculte pas. Vous pouvez garder votre veste. Tu en parles, oui, c'est vrai. Et alors Oui, parce que si je peux me permettre ça, là, tu m'y fais penser. Tout ce que je viens de dire est exact, mais je voudrais rajouter que dans les éclairages théoriques, j'injecte aussi des choses par rapport au processus thérapeutique en lui-même. Au-delà du fond et des thématiques sur la sexo, j'essaye de faire comprendre au public ce que c'est le propre d'une thérapie. Pourquoi c'est pas la même chose qu'aller manger une pizza avec sa copine? Comment ça fonctionne? D'abord la formation du psychologue ou du sexologue ici en l'occurrence, et puis comment il travaille, comment il fait comment on fait pour que ça soit thérapeutique en fait. Voilà, c'est un peu difficile d'expliquer comme ça en quelques minutes. Si, mais donc on injecte... parler avec une amie n'est pas la même chose que de parler à un professionnel. Par exemple. C'est vrai que si je parle de mes problèmes de poids à un ami, c'est pas un dermato. Voilà. Hein, par exemple. Voilà. Par exemple, oui. Mais je n'ai pas de problème de poids. Non plus, je sais pas si jamais ça. Non, c'est pas la même chose. Et puis l'ami, il ne dira pas la même chose non plus.
Petit exemple, si tu arrives en retard à la pizzeria avec ton ami, il va peut-être te dire ça me saoule que tu sois un peu en retard, tandis que le thérapeute il va dire je constate que c'est la deuxième fois que vous êtes en retard. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent chez vous? Est-ce que ça vous gêne? Comment fonctionne votre famille? Voulez-vous y travailler? Donc le thérapeute il va utiliser tout ce qu'on appelle le matériau pour pouvoir travailler. Ouais. Donc oui, une thérapie c'est spécifique et c'est aussi un engagement, je tiens à le dire. Une thérapie, c'est s'engager. C'est s'engager temporellement, financièrement et psychiquement. Et en quoi, pour revenir vraiment sur quelque chose qui est plus théâtral, hein, c'est quel est pour toi le levier que apporte le théâtre avec ce spectacle? L'émotion? L'émotion? Ouais, je pense. Je pense que le levier, c'est l'émotion. C'est l'émotion qu'on suscite, qui fait que les gens sont touchés, qui fait qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils vont retenir ce qui les aura touchés. Je pense que c'est l'émotion, le levier. D'accord. Et tu penses que du coup, par bouche à oreille, ils invitent d'autres personnes? Parce que moi, j'ai laissé traîner mon oreille et je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans ce spectacle, non? Si le bouche à oreille amène les spectateurs? Oui. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a vu un mouvement après après la deuxième date, on a vu qu'il y a eu rapidement des inscriptions dans les jours qu'on suivit. Oui, oui. Donc oui, je pense que le bouche à oreille fonctionne bien, oui. Les réseaux aussi, il faut être honnête. Oui. Surtout qu'on a fait une petite capsule de 3 minutes qui est bien faite, où on voit bien en quoi consiste le concept. Et ça aide évidemment à convaincre les spectateurs qui seraient hésitants à venir. Pour les projets de ce spectacle, ce serait quoi? Parce que tu l'as évoqué, puis on est passé à autre chose. Oui. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il va encore vivre ce spectacle. J'espère qu'il va évoluer. Et comme tu me l'avais dit toi-même, c'est un spectacle à tiroir. Le fil rouge, c'est la sexologue. C'est la sexologue qui fait son petit marathon, comme je disais. Qui est aussi entre deux positions différentes. Et donc là, on a 5 personnages. Mais on peut imaginer, d'ailleurs, c'est sous le coude d'en avoir un 6e un jour. Peut-être qu'à un moment donné, on décidera d'en enlever un autre, parce que ça dépend du public qu'on a. Donc, en fonction du public qu'on a, on peut tout à fait imaginer de le moduler, moduler ce personnage. Voilà, à voir, à réfléchir. Et alors, je te mets au piège, parce qu'en fait, on a parlé avant qu'on enregistre, mais je te mets au piège avec, je te demande 3 personnages qu'on pourrait rencontrer dans cette pièce à tiroir. Et qui ne sont pas, donc, la femme qui a eu un cancer, qui ne sont pas la femme qui trompe son mari, qui n'est pas le monsieur qui doit prendre soin de lui, ni la personne qui a subi un traumatisme. Quels seraient encore nos autres personnages qu'on pourrait rencontrer dans ce cabinet public? Mais on pourrait tout à fait imaginer un personnage, par exemple, qui serait un peu masculiniste. Ah bon? Je te vois surprise, Salma. Oui, je suis surpris. Je ne pensais pas qu'on avait pas non, ça. C'est pas. Et on pourrait même imaginer qu'en fait, ils comprennent que s'il a développé ce penchant masculiniste, c'est parce qu'il refoule lui-même des pulsions homosexuelles et que donc il s'est un peu comme convaincu et il s'est enfermé dans cette tu vas te faire passer mon podcast en wokisme, hein. C'est fini, hein. Je peux plus rentrer aux États-Unis. Oui, voilà. Zut alors. Zut alors. Tu couperas les parties qu'il faut. Oui, malheureusement. Eh ben oui. Mais ça, malheureusement, c'est un message qu'on aimerait bien faire passer. C'est la crainte qu'on a, moi qui ai travaillé en planning familial depuis toujours, qui est milité pour la contraception. Enfin, milité pour la contraception. Entendons-nous, la contraception existait depuis 1974, la contraception, donc elle existe depuis un moment. Mais en parler, la promouvoir, etc., et la rendre accessible financièrement, ça date pas d'il y a si longtemps. Donc voilà, franchement, la pilule à bon prix, c'est depuis qu'elle est générique. Oui. Et elle est générique depuis, j'ai peur de dire des dates, mais on est sur une dizaine d'années, quoi. Oui. Donc c'est pas grand-chose. Mais donc voilà, deuxième personnage. Le deuxième personnage, peut-être que je serais touchée par un personnage qui serait en questionnement sur son identité de genre. Ça ne concerne pas beaucoup de monde, donc c'est pas. Je suis définitivement blacklisté. Oui, je suis désolée, mais sans doute que c'est pour ça qu'ils sont pas apparus avant. Ces personnages-là, enfin tu vois, je veux dire, c'est des personnages un peu plus touchy, quoi.
Tu vois, je veux dire, ils n'ont pas, c'est pas un personnage de base. Non, non. L'homosexualité, ça concerne 10% des gens quand même. Donc, par rapport Et à la celui, transidentité, par mais la exemple? transidentité, c'est 0,1%, je crois. D'accord. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus faible. Ceci dit, euh, heureusement, depuis 2022, il y a plus de troubles. Enfin, c'est sorti du. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a enfin dit ce n'est pas une maladie mentale. Celui qui ne se sent pas aligné, si je puis dire, au niveau du genre, donc qui n'a pas le Qui est sentiment, dysmorphique, enfin, qui a oui, ressent une oui, mais eh dysmorphie. ben ça c'est un mot qu'on ne peut plus, qu'on ne dira plus, Ah, ok. et tant mieux. Très bien. Oui, Je vais très bien. apprendre. Oui, voilà. Donc celui qui a un sexe anatomique, par exemple masculin, et qui dit psychologiquement je me sens de genre féminin, eh ben ce n'est plus un délire. Alors que jusqu'à 2022, on disait cette personne-là, elle délire, c'est une maladie mentale. Mhm. Donc mais 2022, c'était il y a 3 ans, Salva. Oui, oui, j'ai bien conscience. T'as Je bien pensais que conscience. c'était un peu plus tôt quand même. Enfin, Non, donc ça fait un peu peur. Donc aujourd'hui, heureusement. Mais ceci dit, c'est pas pour ça que tout le monde sort du placard, hein, parce que ça reste compliqué. oui, c'est 0,1% qui en parle. Oui, alors les statistiques, j'ai un petit peu peur de me tromper, mais ce que je veux dire, c'est que il y a 7 fois plus de suicides chez les personnes qui ont un trouble de genre. Enfin, pardon, je recommence parce que je dois plus dire ça. Il y a 7 fois plus de suicides chez les personnes qui sont en questionnement par rapport au genre. Donc c'est énorme. C'est difficile à dire. C'est difficile à s'avouer, à avouer, à être accepté, à Mais être même en te entendu. trompant, je trouve que c'est quand même. Oui, J'ai envie presque de le laisser pour dire oui, c'est très récent pour vous-même oui, d'être formé sur ce oui, sujet-là. Et oui, donc, même oui, chose, je oui. reviens comme un Non, obsédé sur le côté théâtral, mais non, le non. montrer au théâtre, Oui, c'est aussi concerner les gens. Enfin, je veux dire, moi, oui, c'est ce que je oui, défends dans ton projet, c'est oui, de mettre en scène un spectacle dans lequel on va concerner les gens. oui, Et il y a dans la salle des gens, dans les 4 typologies de oui, personnages que nous avons déjà cités, les oui, principaux, on va dire, nos oui, bases, oui, euh, il y a, t'as tapé sur quasiment tout le monde. oui, Après, effectivement, c'est un spectacle à tiroir et donc peut-être que je ne suis pas en questionnement de genre, pour pas oui, citer l'autre oui, mot, oui, mais par contre, je connais une oui, personne qui peut être en oui, questionnement de genre. oui, Tiens, mais en fait, oui, elle traverse ça. oui, Et donc, cette sensibilité dont tu parlais tout à oui, l'heure, ce spectacle a beaucoup de pouvoir. Enfin, j'espère peut avoir oui, ce pouvoir, ce oui, levier c'est de vrai, questionnement pour c'est dire, bah, vrai. mon fils, je pense, Oui, s'interroge sur sa sexualité, ou oui, ma fille s'interroge sur une identité de genre, ou oui, ma cousine éloignée. tout à fait. Et ce n'est pas Oui, un monstre, c'est oui, une personne qui s'interroge. oui, Et donc son cheminement pour tout arriver à chez la fait. sexologue, Oui, euh, il est tel. Je pense que oui, ça peut être un bel oui, éclairage, même si c'est 0,1%. Mais oui, 0,1%, ça ne veut pas dire qu'il ne nous concerne pas, non, qu'il n'existe non, pas, ou qu'on ne peut pas oui, considérer comme quelque tout à chose fait. d'important. Et pour ça, la maison arc-en-ciel j'ai envie de le dire parce que la maison arc-en-ciel est une belle adresse où on peut aller poser. C'est un podcast où tu peux le dire. Je n'ai pas On ne d'inquiétude sera par pas rapport aux blacklisté. États-Unis. S'ils me blacklistent, je continuerai Oui. à dire ce qu'il faut dire. Oui, ben oui, c'est ça, la maison arc-en-ciel, voilà. Welcome Oui. à la maison arc-en-ciel. Et moi, j'ai fait une formation justement par rapport à ça l'année passée et j'y ai rencontré Raphaël qui était dans un Hmm. processus de transition. Et elle m'a d'ailleurs accompagnée une fois à la radio. Donc on peut dire son nom, hein, Raphaël. Raphaël, oui, je pense bien, parce qu'elle est venue à la radio, elle m'a accompagnée en tant qu'invitée. Je Hmm. l'ai invitée à la radio dans le cadre d'une des chroniques que je faisais sur Première Tendance. Tendance Première plutôt. Voilà. Pour Tendance Première, Raphaël m'a accompagnée. Et c'est D'accord. chouette parce que je l'ai aidé à pouvoir porter la voix Cool. des minorités. Tu es un levier. Ah, Et alors, le troisième personnage dernier, après j'arrête de t'embêter avec ça. ah, mais tu ne m'embêtes pas, tu sais, je suis intarissable sur ce qui me passionne. À mon avis, ce serait un couple. Si on pouvait ajouter un Ah troisième oui. personnage, ce serait un couple. Bah oui, c'est vrai que souvent, en plus, on Ouais. imagine la sexologue avec un couple. Et Un oui. couple qui ferait. Ah Donc, oui, ce oui, serait quoi oui. son léger ou gros Oui. dysfonctionnement? Ah, mais ça. Alors là, d'ailleurs, moi, je reçois des couples. C'est pour ça qu'il y a 2 fauteuils ici. Et moi, Oui, je oui. m'installe en face. On peut leur mettre tellement de choses. Je crois, la communication, d'abord. La Mhm. communication. Voilà, ça, c'est une des premières choses qui pose souvent problème. On ne se dit pas les choses. La communication intime aussi, bien entendu. Puis, beaucoup de fausses croyances aussi, je pense. Elle ne me dit pas que, il ne me dit pas que.
Donc les couples, c'est un défi de vieillir ensemble en fait, hein, d'évoluer ensemble. L'amour c'est facile, le couple c'est du Je ne sais travail. pas s'il écoute mes podcasts, donc je ne vais rien dire sur ça. J'ai Non, 14 ans de, voilà. Donc c'est d'expérience. d'expérience, mais oui, mais voilà. Donc tout ce qui peut se passer, c'est oui tout ce qui peut. Et alors un beau défi aussi, je pense, pour les couples, c'est finalement que le couple conjugal ne se perde pas dans le couple parental. Parce que parfois, quand on devient parent, Ça, c'est intéressant, ça. oui, Ah, parce que moi, j'en connais beaucoup. ah ben oui, oui, oui. Et c'est pas rien en fait. Le couple Non, non. parental, parfois, il est tellement sollicité, tellement à l'avant-plan, etc., que le couple conjugal se perd derrière. Et, oui, et ça, je pense, ça pourrait. Ah oui. Ça te Oui, plaît oui, oui. ça? Ah bah Mais tout oui, le monde ça est me parent en parle. plus, ça parle à tout le monde. Mais je ne suis pas parent du tout, mais je Non, connais mais tellement de personnes autour de moi oui, qui ont ça oui, et même oui, la question de la parentalité avant, pendant, après, elle est oui, parce que quand tu laisses les enfants partir, oui, oui, oui. Le ça, syndrome du nid vide, par voilà, exemple. ça, je ne savais pas que ça, non. Oui. Syndrome des nids vides, le syndrome de mon enfance et tout et ma vie de Ah couple n'a oui. plus L'enfant d'importance. roi, l'enfant tyran, tout ça. Et veux-tu un enfant? Non, pas spécialement. Ah, quoi? Oui, Le syndrome oui, du quoi? oui, oui, oui. La question de la parentalité, la gestion de la parentalité, l'évolution. Mmh. Puis à l'adolescence, c'est souvent, c'est pas souvent, enfin c'est souvent un cap aussi pour les parents Mmh. face au tsunami hormonal et autres des enfants. Quelque chose qui apparaît aussi maintenant, bon forcément, c'est les couples, les familles recomposées, le défi des familles recomposées, et aussi maintenant l'autonomisation est difficile, donc c'est un peu le phénomène Tanguy. Mmh. L'autonomisation est difficile, avoir un premier boulot, un premier salaire, Mmh. et donc pouvoir payer un premier loyer, et donc on reste plus longtemps chez papa et maman. Et à ce moment-là, il y a toute la question aussi de la sexualité sous le toit parental, la question de faire vivre éventuellement que le couple vive Mmh. chez les parents. Il y a toute cette Ouais, je vois question-là bien, ouais. aussi Ce qui apparaît aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des questionnements qu'on avait moins il y a 20 ans ou il y a 15 ans. mais moi, je trouve que ton spectacle est intarissable, Oui, en vrai, parce qu'il y a autant de scènes qu'on peut faire que de cas. Et juste pour m'amuser, moi, j'ai envie de t'en bazarder plein. de m'en bazarder plein. Je t'en bazarde? Vas-y. Alors, je pense, par exemple, on l'avait évoqué, les Oui. personnes handicapées physiques, Ah oui. la relation avec une Oui. personne avec un handicap physique ou Oui. peut-être un handicap Oui. mental, si ça se Oui. psychique. Oui. Je pense pas qu'on est Oui, oui, on mental. peut dire les deux. On peut dire les deux. C'est pas la même réalité, mais Hmm. les deux méritent une sexualité. Les deux méritent une sexualité. Je pensais notamment à la parentalité homosexuelle. Oui. On va plus loin. Oui. Je pensais à la prostitution. Oui. La prostitution, ça me parle aussi. Et je crains qu'on va avoir des nouvelles problématiques liées à ça. Parce que je crains, bon, ça c'est entre nous, je crois que c'est entre nous, mais la précarité qui Ah s'annonce, oui, 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 je oui, pense oui. qu'elle va ramener des comportements à Oui. nouveau. Et je Je pense le autant crains. hommes que femmes. Moi, je pense aux deux aussi. Hein, Je pense aux je deux pense que c'est aussi. les deux Ouais. qui trouvent cette solution. Oui. Euh, Oui. je pense par exemple bah justement où tu parlais du jeune couple, Oui. Oui. de la Oui. parentalité en jeune couple. Oui. Euh, Il y a la grossesse pour autrui aussi, dans la question de la parentalité chez l'homosexuel, dans l'homosexualité, dans le cadre de couple ou homosexuel. dans la personne infertile aussi. Les personnes infertiles, oui, tout ce qui est don de sperme, don d'ovocytes, Hmm. qui est le père biologique, qui est le père de cœur, Le qui est le droit à la père tout court. reconstruction après le deuil. Oui. La reconstruction, tu veux dire Ben, quoi? je pense peut-être on peut s'interdire de revivre une expérience après un deuil parce qu'on voue fidélité ou on a Ah oui, une c'est ça. moralité Oui, ou on culpabilise, enfin oui, peu c'est importe ça. les raisons pour lesquelles Oui, oui, on n'a pas encore prêt de passer à, oui, oui, mais on a envie, malgré tout, on oui, a un corps oui, qui, est-ce qu'on peut soi-même se toucher, est-ce qu'on peut oui, toucher quelqu'un d'autre oui, et oui, oui, ressentir du plaisir, est-ce que c'est possible oui, après le deuil? oui. Alors évidemment, tout ça, ça fait pas des sujets rigolos, mais je pense qu'il y a moyen de. Euh, euh, ce qui est important ça devient un podcast de psychanalyse, mais Why not? mais why not? Ce qui est important dans tout ça, c'est que chez le sexologue,
il y a la sexualité. Quand le spectateur vient voir un spectacle sur la sexualité, c'est la pulsion de vie qui porte et non pas la pulsion de mort. Oui, oui, oui. Et donc, même si on parle, je pense, de deuil, il y aurait moyen de dire, mais surtout, c'est ce qu'on va construire après. Et quand est-ce qu'on peut se permettre, même pour la personne qui a eu le trauma ou même pour la personne qui a eu le cancer, c'est cette pulsion de vie, qu'est-ce qu'elle reconstruit après? Et ça peut être un beau message de ce spectacle. Oui, oui, et tu me lances une perche, j'ai envie de dire que ce qui est magnifique en sexothérapie par rapport à des thérapies plus classiques, et c'est ce que j'adore dans cette partie de mon métier, c'est qu'il y a toujours des solutions en sexothérapie. Je ne dis pas des solutions idéales, j'ai pas de baguette magique, mais il y a toujours des solutions, des alternatives, des arrangements, des aménagements. Dès lors qu'il y a de la bonne volonté, qu'il y a de la communication au niveau du couple, quand couple il y a, etc., il y a vraiment toujours des solutions, donc il y a toujours de l'espoir. Ben voilà. Je pense que c'est plutôt un truc positif sur lequel on pourrait terminer. Ok. Et je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu avais des choses? D'abord, il y a la légère promo, mais donc le podcast sera au mois de mars. Mais est-ce qu'il y avait des choses, ne serait-ce que sur le sujet, que tu te dis, tiens, Salvatore, j'aurais vraiment voulu l'aborder dans ton podcast. Ça me semble important, que ce soit pour le spectacle ou pour la sexothérapie. Tu as déjà dit, venez en sexothérapie, n'attendez pas 6 ans. Mais est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? On pourrait dire avec un petit clin d'œil qu'il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour venir au spectacle. Voilà. En sexothérapie, c'est mieux d'avoir un problème pour passer la porte, hein, parce que j'ai pas de patients étonnamment qui prennent rendez-vous juste pour me dire tout va bien. Donc en général, forcément, le problème, c'est-à-dire la souffrance, motive la demande. C'est logique. Mais par contre, le spectacle, non, il n'y a pas besoin d'avoir un problème. Pour venir voir le spectacle. Je pense même que la plupart des gens sont justement dans une curiosité, vouloir apprendre, et que finalement c'est un peu pédagogique, si je puis dire, et finalement ce sera même d'intérêt public de voir ce spectacle. Donc voilà, ça pourrait être ça le mot de la fin. Oui, ok, très bien. Merci. Et on peut te retrouver sur un site? Oui, alors il y a mon site sylvieloumet.be. Je fonctionne la promo, c'est surtout par le Facebook. Et alors, mais vous pouvez passer par mon site pour la promo parce que je le fais. Oui. Voilà, au cas où. Oui, donc ton site, ça le va? Oui, en tout cas pour ce qui est spectacle, mais pour ce qui est sexologie, ce n'est pas moi. Mais pour ce qui est spectacle, vous pouvez passer par www.salva-comedia.be. Je relis l'information de tes projets de spectacle puisque voilà, en tant que metteur en scène. Bien sûr. Et pour ce qui est peut-être, si vous voulez passer la porte chez Sylvie, ce sera donc sur quel site? sylvieloumet.be. Voilà. Tout simplement. Tu peux dire comment ça s'écrit parce que je l'écrirai, mais. LOUMAYE.be. sylvieloumet.be. Là, voilà, vous trouvez toutes les infos si vous voulez passer la porte. Ça va, parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté le rendez-vous. Merci à toi, Salva, et merci pour tout ce que tu as injecté dans ce spectacle et dans ce projet complètement fou. Ok, bah avec plaisir, et tu sais très bien ce que j'en pense. Ah, c'est gentil. Voilà. Gros bisous. Bisous à toi. Voilà, c'est fini pour ce podcast. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à noter 5 étoiles, à mettre un commentaire et pourquoi pas à m'écrire. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux et n'oublie pas que jouer, c'est sérieux. Alors, à bientôt.